Lundi 13 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Ouverture de la foire de la production nationale ce matin. L'événement qui se déroule à la SAFEX fait son grand retour jusqu'au 25 décembre. Nous recevons un des exposants, Monsieur Djamel Guidoum, vice-président du groupe industriel algérien, dans ce journal pour en parler. En Libye, inquiétude de l'opinion internationale sur la situation politique dans le pays. De son côté, le gouvernement tente de rassurer et annonce le scrutin qui aura bien lieu le 24 décembre. En Turquie, manifestation contre la crise monétaire. La chute libre ces derniers mois de la lire locale engendre une importante inflation. Sport, tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Qui sont les clubs à l'affiche? On en parle dans un instant. Grand retour donc de la foire de la production nationale. L'événement a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Expositions, la SAFEX, et s'étalera jusqu'au 25 décembre. Un retour donc pour le grand bonheur de centaines d'opérateurs économiques et d'entreprises. En plus d'être un rendez-vous économique incontournable, il s'agit cette année plutôt d'un événement grandeur nature qui met en lumière les produits nationaux sous de multiples facettes. Vous le verrez, Khaireddine Battash était sur place. Entrée en matière réussie pour la 29e édition de la foire de la production algérienne, organisée au Palais des Expositions SAFEX et inaugurée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman sous le signe de la relance immédiate. Pas moins de 500 exposants et 50 start-up représentant quelques 31 secteurs ont répondu présents à l'édition 2021. Des opérateurs plutôt conquis qui retrouvent le sourire et des couleurs après une morosité qui a duré 2 ans. C'est ouvert au public. Mis à part, Monsieur le Premier ministre, mis à part le village de l'exposition nationale, de la production nationale, mis à part les pavillons d'exposition du Prenez Chauffe au Fil. Le reste est dédié à la ville. Voilà, par exemple, le boulevard urbain. Un seul refrain entonné par les participants à cet événement d'envergure, le renforcement du label Made in Algeria, pour consacrer l'image d'un produit algérien compétitif au niveau national et international. Et c'est une vision qui va permettre à notre économie d'aller droit au but et de raccourcir un petit peu le chemin afin de mettre en place une feuille de route solide, cohérente, qui va permettre aux produits algériens non seulement de prendre sa place dans le marché algérien, mais aussi à aller vers des marchés internationaux. La mise en valeur des capacités des entreprises algériennes peut renforcer la complémentarité sectorielle. Focus sur l'industrie militaire mise à l'honneur lors de cette 29e édition de la foire de la production algérienne. تمكنتوا من التحكم في تكنولوجيا الصناعه الميكانيكيه، احنا ماذا بينا تمشي كما نقولوا خدمه الميادين الاخرى، الميادين الفلاحيه، الميادين صناعه الصغيره الى اخره. هذا هو التكامل الوطني. الصناعه العسكريه ان شاء الله تكون هي المحرك وهي الدافع بالنسبه للصناعات الاخرى وتكون هي القاطره. Au-delà des nombreux défis à relever sur le marché local, ce rendez-vous économique sera surtout l'occasion de fédérer l'ensemble des opérateurs autour d'un seul et même projet. Faire briller l'étoile des produits algériens sous d'autres cieux. Il s'agit là de la 29e édition de la foire de la production nationale, l'occasion pour les entreprises algériennes de mettre en valeur leurs capacités et renforcer le label fabriqué en Algérie afin d'être aux standards internationaux face à la concurrence. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Djamel Guidoum, vice-président d'un groupe industriel algérien. Bonsoir Monsieur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc vous êtes à la tête d'un groupe spécialisé dans l'électronique, l'électroménager, la téléphonie mobile ou encore même les pneumatiques, l'industrie, ça vous connaît. Alors ma première question, ça serait quel est votre état des lieux de l'industrie ici en Algérie? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place peut-être pour l'améliorer? Écoutez, tout d'abord, l'état des lieux concernant l'Algérie en Algérie, l'industrie en Algérie. Je pense, tout le monde le connaît, surtout avec tout ce qui s'est passé depuis le Hirak et
les problèmes qu'il y a eu et puis les scandales qui se sont déclarés. Donc l'industrie, malheureusement, en Algérie n'a jamais été bien prise en charge dans le sens où une feuille de route de développement bien précise et bien réfléchie n'a jamais été mise en place. Donc l'industrie, malheureusement, ne joue pas son rôle convenable dans le but d'améliorer et de développer l'économie algérienne. Qu'est-ce que vous pourrez proposer peut-être pour améliorer Avant de proposer tout d'abord l'état des lieux, déjà, on parle d'un PIB qui est moins de 5%. Une participation de moins de 5%, c'est une participation alarmante qui doit tout remettre en cause. Donc, maintenant, la question, comment développer cette industrie? Quels sont les leviers que l'Algérie a pour développer l'industrie en Algérie? Quelle est la feuille de route qu'il faut emprunter? Quelle est la loi qui doit réglementer, cadrer l'industrie en Algérie? Et quelles sont les industries à prioriser? Est-ce que toutes les industries sont les bienvenues? Est-ce qu'on doit encourager toutes les industries ou bien doit-on prioriser certaines industries par rapport à d'autres? Moi, je pense quelques réponses sont évidentes. Tout d'abord, mettre une loi qui doit encadrer l'investissement en Algérie devient quelque chose de très impératif. L'ancienne loi qui a été déjà mise en place en 2016 était une loi qu'on espérait ou qu'on estimait correcte, mais a besoin d'amélioration. C'est ce qu'on ne cesse pas de demander. Il y a aussi l'aspect de développement industriel. Quelles sont les filières à développer? C'est quoi le potentiel de l'Algérie par rapport à d'autres pays? Quelle est la compétitivité ou bien quels sont les éléments qui font que l'Algérie peut être compétitive par rapport à d'autres pays? C'est la grande question et c'est le débat qu'on a eu déjà lors des journées de la relance industrielle qui a été présidée par Monsieur le Président de la République. Moi, je pense déjà les différents avis qui ont été échangés lors de ces journées nous ont permis déjà d'étaler un petit peu et d'éclaircir un petit peu les choses. La situation. Et bien sûr, quelques points ont été mis en avant, tout en espérant que ces points vont être pris en considération. Vous parliez de concurrence avec des pays à l'étranger. Vous avez reçu le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l'année 2020. Quels sont les critères demandés justement par les clients pour qu'un produit algérien puisse passer la frontière? Tout d'abord, nous avons pu avoir le trophée de meilleure marque ou bien meilleure entreprise algérienne dans l'export, dans le sens où on a réussi à mettre dans le marché international des prix qui répondent aux normes internationales, et c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas de produits normalisés, on ne peut pas pénétrer ces marchés. Et par la suite, notre engouement vers l'export nous a permis d'atteindre plus de 17 pays. Déjà, parmi ces pays, il y a des grandes puissances économiques, à savoir quelques pays européens, à savoir les États-Unis, à savoir de grandes puissances économiques, le cas de l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Tout cela, nous avons pu draguer ces marchés à travers une feuille de route qu'on a tracée depuis notre stratégie, depuis le début de notre stratégie à l'export. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes en train de collecter le fruit de cette stratégie. Alors, pour qu'une entreprise algérienne puisse aller vers l'export, tout d'abord, comme je l'ai déjà cité, avoir des produits qui répondent aux normes internationales, ça c'est de un. De deux, avoir l'agilité, la flexibilité de pouvoir benchmarker, de pouvoir démarcher ce type de marché et avoir bien sûr la possibilité de promouvoir son produit dans ce type de marché, bien sûr tout en ayant l'esprit compétitif avec les différents acteurs du marché qu'on est en train de cibler. Complètement. Et aujourd'hui, on va revenir sur le fait marquant d'aujourd'hui. C'était l'ouverture justement de la foire de production nationale, une manifestation économique qui se veut également l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs produits et dernières créations. Comment s'est déroulée cette première journée pour vous? Quels sont vos objectifs pour cette 29e édition? Tout d'abord, le premier jour, c'est un jour d'inauguration, donc on a reçu uniquement la délégation officielle. On a été honoré par la présence de Monsieur le Premier ministre.
la chose qui est très positive et qu'on ne cesse de sentir, c'est cet engouement des pouvoirs publics, que ce soit Monsieur le Président de la République lui-même ou bien le Premier ministre, même les différents membres du gouvernement, cet engouement et cette vision d'aller vers le développement économique. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle économie et Monsieur le Président de la République lui-même l'a si bien dit que l'année 2022 sera une année économique par excellence. Donc, cette journée s'annonce très belle, très forte. Nous espérons, et Inch'Allah, que cette édition de Ford, on était déjà absent depuis plus de 2 ans, etc. Donc, pour cause, à cause de la crise sanitaire, exactement. Donc, nous espérons que cette reprise sera meilleure et va rattraper ce qui s'est passé et ce qu'on a raté dans le passé. Excellent, merci beaucoup, Monsieur Djamel Guidoum. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes vice-président d'un groupe industriel algérien. Merci beaucoup. On va continuer à parler économie avec le Innovations Challenge, un projet co-organisé par PNUD Algérie, le ministère du Travail algérien et l'ambassade du Japon. Objectif, mettre en lumière les porteurs de projets et développer leur intégration dans l'économie nationale. Imen Merad. Dans un contexte de continuité du partenariat stratégique entre le PNUD et le gouvernement algérien pour la promotion de l'emploi durable, en particulier pour les femmes vulnérables et les jeunes hommes entre 18 et 35 ans, un pitch day du projet Innovations Challenge s'est tenu dimanche 12 décembre à Alger. Donc le projet économie sociale et solidaire au service de l'inclusion économique et de l'innovation sociale est un projet qui s'inscrit dans le partenariat du PNUD avec le partenaire algérien, en l'occurrence le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le gouvernement du Japon. Le projet a des objectifs multiples, insertion des jeunes ou encore intégration des personnes aux besoins spécifiques à travers des incubateurs d'entreprises sociales. Aujourd'hui, c'est une compétition pour choisir des inventions dans 4 wilayas, Naama, Khanchla, Oran et Béchar. 17 candidats ont pris part à cette compétition. 7 d'entre eux ont gagné à travers la présentation de projets innovants. Les jeunes Algériens au concept innovant ont présenté leurs projets sous l'œil attentif des membres du jury. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de travailler avec le PNUD et aussi avec le ministère du Travail pour ce projet, dont l'objectif est de former les jeunes entrepreneurs algériens en herbe pour qu'ils puissent avoir plus d'idées comment formuler un projet, comment présenter le projet pour chercher le financement. Il est attendu de ce projet le renforcement de l'intersectorialité des institutions, le développement des structures d'accompagnement des jeunes entrepreneurs et l'encouragement des initiatives. Dans l'actualité internationale, le gouvernement libyen tente de rassurer l'opinion internationale qui s'inquiète de la situation politique dans le pays. Le gouvernement libyen qui se dit d'ailleurs prêt à la tenue d'une élection présidentielle à la date et heure prévue, en l'occurrence le 24 décembre. Des mesures pour garantir le bon déroulement du scrutin ont été présentées. Mohamed Amina Berkane. La tension monte en Libye à quelques jours des élections présidentielles prévues le 24 du mois en cours. Et pour son bon déroulement, le gouvernement a décidé de mettre les bouchées doubles. Il n'a pas lésiné sur les moyens et les efforts pour soutenir la haute commission électorale. تمويل أو دعم مفوضية الانتخابات من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة خلال في شهر 24 ديسمبر في يوم 24 ديسمبر هذا اليوم التاريخي الذي يتطلع إليه كل الليبيين. Même son de cloche pour le ministre libyen de l'Intérieur Khaled Mazen qui appelait à la tenue du scrutin dans les délais malgré les obstacles rencontrés. لم نسجل أي خروقات أو أي مشاكل على كل مراكز الاقتراع وهذا اللي كنا نتمنوه احنا في البداية وهذا اللي نتمنوه اليوم وهذا اللي نتمنوه غدوة يعني دائما نقول لتترك وزارة الداخلية تقدم عملها وتنجز مهامها لم نغير من خطتنا شيء فقط ربما استنفذنا جهد كثير صحيح
لتلافي بعض الإشكاليات اللي حصلت في السابق، ولكن الآن أعتقد كل الأمور تتابعوا فيها أنتم وتراقبوا فيها، ما فيش أي اختراقات ولا أي خروقات، ونتمنى أن نمشوا بها لغاية يوم 24 يوم العرس الانتخابي اللي ينتظر الليبيين. Rappelons que la campagne électorale pour la présidentielle n'a pas encore commencé et la publication de la liste définitive des candidats a été reportée samedi par l'autorité électorale, aboutissement d'un processus politique interlibyen laborieux parrainé par l'ONU. Les élections en Libye sont censées tourner la page d'une décennie de violence. Pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la Commission électorale libyenne. Le 60e sommet de la CEDEAO s'est ouvert hier à Abuja, au Nigeria. Au menu, la lutte antiterroriste, la situation en Guinée, mais surtout la situation au Mali. Et justement, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. Dans le dossier malien, la CEDEAO a maintenu l'exigence de tenir des élections en février 2022 et menace d'imposer des sanctions supplémentaires dès janvier. Les détails avec Amine Touta. Des élections présidentielles au mois de février prochain. C'est ce que réclame la CEDEAO au pouvoir en place au Mali. Les membres de l'institution ouest-africaine exigent à Bamako l'organisation d'un scrutin présidentiel et législatif général sous peine de prolonger les sanctions d'ici le mois de janvier prochain. Après le coup de force survenu au mois d'août 2021, conduisant à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. En réponse, la CEDEAO avait suspendu l'adhésion du Mali de l'organisation et stoppé les transactions financières et commerciales. Lors de cette dernière conférence à Abuja, les participants se sont montrés sceptiques quant à la tenue des élections. Par conséquent, la CEDEAO n'a pas hésité à rappeler le caractère urgent du rendez-vous électoral et en maintenant les sanctions déjà en vigueur. Pour ce qui est du paysage malien interne, des consultations nationales pour la transition ont été lancées ces dernières heures afin de mener à des élections générales dans le pays. La situation en Guinée, nous le disions, était également au menu des discussions au sommet de la CEDEAO qui a insisté sur la nécessité de respecter le délai de 6 mois précédemment décidé pour la tenue des élections législatives et présidentielles, favorisant le retour au pouvoir à des autorités civiles. La CEDEAO a par ailleurs décidé de maintenir les sanctions initialement imposées contre les autorités guinéennes. En septembre dernier, les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient décidé de geler les avoirs financiers des membres de la junte militaire qui a pris le pouvoir et des membres de leur famille, mais aussi de leur imposer des interdictions de voyage. En Éthiopie, le bras de fer se poursuit entre l'armée régulière et les rebelles tigréens. Ils se disputent le pouvoir et le contrôle des villes stratégiques pendant que les grandes puissances occidentales essayent d'affaiblir le pouvoir d'Ahmed Abiy, allant jusqu'à se demander si le prix Nobel de la paix obtenu il y a 2 ans est encore mérité. Tinhinen Makassi. C'est la chaîne de propagande Tigray TV liée au TPLFP que la prise de l'aéroport et la ville de Lalibela ainsi que la localité de Gachena, située à une 60aine de kilomètres au sud, ont été annoncées dimanche au soir. 2 villes stratégiques situées dans la région de l'Amhara, récemment reprises par les forces de l'armée régulière éthiopienne. La ville de Lalibela, connue surtout comme une ville sainte chrétienne d'Éthiopie, est réputée pour ses 11 églises creusées dans le roc, datant du XIIe et XIIIe siècle. Elle est d'ailleurs un haut lieu de pèlerinage populaire pour les chrétiens, mais aussi classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis quelques mois, les rebelles du Tigré ne cachent plus leurs ambitions, la prise de la capitale Addis Abeba par tous les moyens. Ils se livrent en plus à une guerre d'image avec le pouvoir central éthiopien. C'est en passant par plusieurs canaux de communication en leur faveur que le TPLFP affirme se diriger vers la capitale éthiopienne Addis Abeba avec pour objectif de destituer l'actuel Premier ministre Ahmed Abiy. Les rancunes des rebelles du Tigré à l'encontre du Premier ministre Ahmed Abiy sont nombreuses, surtout dans un pays patchwork comme l'Éthiopie où les rivalités ethniques et religieuses sont patentes. Depuis la chute du régime de Mengistu, fortement conduite par les Tigrés avec le soutien des puissances occidentales, les Tigréens se sont maintenus au pouvoir jusqu'en 2018, date de la victoire d'Ahmed Abiy aux élections. Les rancunes des Tigréens qui ont le sentiment d'être injustement évincés du pouvoir se sont confirmées lorsque le Premier ministre éthiopien cite un accord de paix avec l'Érythrée. De son côté, la population éthiopienne rappelle que le conflit actuel est une crise interne qui ne laisse pas place
aux interventions étrangères. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 ce dimanche. La présidence a déclaré hier dans la soirée que le président reçoit un traitement pour des symptômes légers du Covid-19, sans préciser s'il s'agissait du nouveau variant Omicron. Toujours selon le communiqué de la présidence, le président a été placé en isolement au Cap, dans le sud du pays. Les responsabilités du chef d'État ont été déléguées au vice-président David Mabouza pour la semaine à venir. Covid, toujours. Le Royaume-Uni qui tire la sonnette d'alarme face à la propagation du variant Omicron. De nouvelles mesures ont été mises en place. Parmi elles, l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Neila Hamouda. Le niveau d'alerte passe de 3 à 4. Le Royaume-Uni mise désormais sur la 3e dose de vaccin pour les adultes. Détecté il y a un peu plus de 2 semaines, Omicron gagne rapidement du terrain et devrait devenir la souche dominante d'ici la mi-décembre. Personne ne doit avoir le moindre doute. Un raz-de-marée d'Omicron se prépare et je crains qu'il soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffiront pas à assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos scientifiques sont convaincus qu'avec une 3e dose, une dose de rappel, nous pouvons tous remonter notre niveau de protection. Une intensification du dépistage pendant 7 jours pour les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infectée et la mise à l'isolement de 10 jours pour les personnes non vaccinées. Ce sont les nouvelles restrictions prises par le Royaume-Uni. Pour accompagner ces mesures, les vaccinodromes vont se multiplier et leurs horaires seront étendus. Pour rappel, Boris Johnson avait introduit un pass sanitaire dans certains lieux et incité à reprendre le télétravail. Le nombre total de cas d'Omicron détectés au Royaume-Uni a atteint 3137, soit une augmentation de 65% par rapport au total de 1898 cas recensés samedi. Tensions entre la Russie et l'Ukraine. De nouvelles menaces ont été émises par Berlin, cette fois-ci, en raison de la situation sécuritaire tendue. La chef de la diplomatie allemande a déclaré qu'il a été convenu entre les Américains et l'ancien gouvernement allemand d'Angela Merkel qu'en cas de nouvelle escalade, le gazoduc Nord Stream 2 ne pourrait entrer en service. Les Occidentaux accusent la Russie depuis quelques semaines de préparer une éventuelle invasion de l'Ukraine malgré les démentis du Kremlin. Et en parlant de Russie, la société militaire privée russe a été menacée de sanctions par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Plusieurs sanctions sont prévues à l'encontre de cette société privée, dont l'interdiction de visa et gel des avoirs au sein de l'Union européenne. Les sanctions viseront des personnes et des entités liées au groupe. Les mesures ciblent les très nombreuses actions illégales menées par la société en Europe et en Afrique. En Italie, 4 nouveaux corps ont été retrouvés par les sauveteurs dans les décombres d'immeubles effondrés ou touchés par une explosion survenue samedi soir dans la ville de Raffanussa, en Sicile. Une explosion qui pourrait être due à une fuite de gaz, portant ainsi à au moins 7 le décompte officiel des morts. 2 autres personnes sont toujours portées disparues. En France, Claude Guéant a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé, une incarcération qui concerne sa condamnation en 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. L'ancien ministre français de l'Intérieur, âgé de 76 ans, avait été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et 75 000 € d'amende en appel en janvier 2017. Son avocat a annoncé qu'il allait demander un aménagement de peine pour Claude Guéant. Nous le disions en titre, en Turquie, la ville d'Istanbul a connu une manifestation contre la crise monétaire. La lire locale aurait connu une chute libre ces derniers mois. Conséquence, une inflation grimpante. Les manifestants réclament une augmentation des salaires minimums. Emin Touta. Une devise locale qui a perdu 30% de sa valeur en un mois. En Turquie, la monnaie est en chute libre ces derniers mois. Selon plusieurs médias, 5000 personnes ont manifesté à Istanbul pour protester contre l'inflation. La livre turque s'est effondrée jusqu'à 7% en quelques minutes pour atteindre un nouveau record proche de 15 pour $1. La Banque centrale avait maintenu la livre en dessous du niveau de 14,0, intervenant sur le marché d'échange à 3 reprises au cours des 2 dernières semaines.
Pour rappel, le taux d'inflation global a atteint son plus haut niveau en 2 ans et demi, à 19,58% en septembre dernier. De son côté, le gouvernement turc affirme s'engager dans une nouvelle politique économique basée sur la baisse des taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation. Un Palestinien a été tué ce matin dans des heurts avec les forces sionistes en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'ont annoncé des sources médicales et de sécurité. Selon ces sources palestiniennes, l'homme, Jamil El-Kayal, 31 ans, est mort après avoir été touché à la tête par des tirs de sniper de l'armée d'occupation sioniste après une manifestation dans le quartier de Ras El-Ain à Naplouse. Liban, au moins 3 membres du Hamas ont été tués et plusieurs autres blessés hier par des tirs dans un camp de réfugiés palestiniens près de Tyr, dans le sud du pays. L'attaque s'est produite lorsqu'un cortège funèbre d'un militant du Hamas se rapprochait du cimetière du camp palestinien de Bourj el-Shamali, à 80 km au sud de Beyrouth. L'auteur de l'attaque n'a toujours pas été identifié. L'attaque en elle-même n'a pas encore été revendiquée. Aux États-Unis, le bilan ne cesse de s'alourdir suite au passage d'une trentaine de tornades dans l'État du Kentucky et ses environs. Le bilan humain pourrait même dépasser une centaine de morts. Plusieurs tornades dévastatrices ont tout balayé sur leur passage dans la nuit du vendredi à samedi. Le gouvernement du Kentucky, Andy Beshear, a qualifié la série de tornades comme la plus mortelle de l'histoire de son État. Et pour comprendre un peu la violence des tornades qui ont touché les États-Unis, une photo de famille arrachée d'une maison a, semble-t-il, parcouru plus de 200 km, emportée par le vent, selon le récit d'une Américaine. Le regard de Katie Poston a été attiré par ce petit cliché noir et blanc venu se coller sur une vitre de sa voiture. Après l'avoir posté sur les réseaux sociaux, un membre de cette famille a reconnu la photo et identifié les personnes qui figurent dessus. La photo aurait donc traversé environ 210 km à vol d'oiseau de Dawson Springs à New Albany, 2 communes situées dans 2 États différents. On va s'intéresser à l'environnement à présent et à la pollution marine en mer Méditerranée plus exactement. Flottant à la surface, tapissant les fonds marins ou échoués sur les plages, les déchets menacent les écosystèmes aquatiques. Ils blessent et entravent la mobilité de nombreuses espèces marines, transportent des espèces invasives ou encore provoquent l'asphyxie des fonds marins. Un impact profond sur toute la vie aquatique, mais également sur celle de l'homme. Un sujet signé Emel Amzian Zitouni. Parmi tous ces déchets, le plastique reste le plus problématique car il ne se dégrade jamais totalement mais se fragmente en microparticules sous l'effet des vagues, du vent et du soleil. À côté des poissons, les humains ingèrent eux aussi ce plastique qui se retrouve dans la chaîne alimentaire. En plus du plastique, les études révèlent que le carburant des navires, qui émet beaucoup d'oxyde de soufre, est à l'origine de 60 000 morts prématurées en Europe. Les navires marchands, comme les bateaux de croisière, utilisent essentiellement comme carburant un fioul lourd, un sous-produit du pétrole qui émet en grande quantité de particules fines, des oxydes d'azote et surtout des oxydes de soufre. Ce polluant est l'un des principaux facteurs à l'origine du problème d'acidification des pluies et se révèle très toxique pour la santé humaine. Dans cette optique, 21 pays du bassin méditerranéen se sont engagés vendredi à Antalya en Turquie à réduire la teneur en soufre des carburants utilisés par les navires en Méditerranée. Leur décision de limiter à 0,1% contre 0,5% actuellement le taux de soufre dans le carburant marin utilisé en Méditerranée doit désormais être soumise à l'approbation de l'Organisation maritime internationale. En cas d'issue positive, cette limitation entrera en vigueur en janvier 2025, ce qui pourra sauver la Méditerranée, qui est l'une des mers dont la biodiversité est la plus menacée. En sport, football, un léger couac semble avoir perturbé le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le premier tirage a eu lieu une première fois ce lundi à midi, sauf que le tirage au sort de midi a connu plusieurs erreurs. 2 équipes du même groupe ne s'affrontent pas. Une boule de Manchester United a été mise par erreur dans le pot des adversaires de Villarreal et elle a été tirée avant d'être remballée et que Manchester City ne soit sorti. Enfin, le tirage au sort a été refait à 15h.
Vous pouvez voir à présent sur vos écrans les affiches officielles des 8e de finale de la Ligue des Champions. On va parler culture avant de se quitter. On va parler cinéma, direction Berlin au European Film Awards qui récompense le meilleur du cinéma européen de cette année. Une cérémonie pas comme les autres puisqu'au vu des circonstances sanitaires, le European Film Awards a été adapté en un événement en direct et à distance. Samira Bedia. Sans public, mais uniquement avec la présence des candidats nommés à l'événement European Film Awards. La 34e édition a reçu des cinéastes des 4 coins du continent européen. Cette année, Kiovadia Sadia, qui signifie en bosniaque la voix d'Aïda, de Jasmila Šobanić, qui s'est vue décerner le titre de meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. No, you listen to me. We need help. I have 25,000 people here and no food, no water, no toilet. La voix d'Aïda revient sur le massacre de la guerre des Balkans en 1995. La réalisatrice parle de l'exécution des Bosniaques musulmans par les Bosniaques serbes et souligne l'importance des femmes qui trouvent toujours un moyen de construire la paix dans un pays complètement détruit. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. Le film Fador remporte 2 prix lors de cet événement, celui du meilleur scénario, mais aussi du meilleur acteur pour le talentueux Anthony Hopkins. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. Anthony Hopkins a incarné le rôle d'un homme qui vit seul et rejette les soins de sa fille Anne. À eux deux, ils se retrouvent dans une sorte de labyrinthe à questions sans réponse. Where is he? I'm here. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour votre journal de demain à 13h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.